Alors, je suis bien content d'être parmi vous et je remercie Pierre Lille. Pierre Lille vous remercie surtout de sa présence et on remercie aussi la librairie Ombre Blanche pour son accueil. Donc, Pierre Lille, plusieurs d'entre vous le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappellerai que c'est avant tout un médecin qui a fait toute sa carrière aux soins de ses malades, mais qui, très tôt, parallèlement à son activité médicale, s'est intéressé à l'histoire de la médecine et a commencé à faire des recherches, à publier des choses et aussi à animer des activités autour de l'histoire de la médecine, activités importantes, notamment à Toulouse, puisqu'il a créé et animé, dirigé pendant plus de 20 ans le Centre d'études et d'histoire de la médecine, qui, dans les années 90, 2000, jusqu'au début des années 2010, a organisé de très nombreuses conférences, il y en a, je pense, autour d'une centaine, sur l'histoire de la médecine, a publié un bulletin, je crois qu'il y a 72 numéros qui sont 78 même, numéros qui sont sortis trimestriels, dans lesquels il y avait de nombreux articles consacrés à l'histoire de la médecine, publié aussi des cahiers qui faisaient des synthèses sur des problèmes donnés, animé aussi des colloques, travaillé en collaboration avec des universités, aussi bien à Rangueil qu'au Mirail. J'ai fait partie, et à Paris aussi, j'ai fait partie de ceux qui ont travaillé, qui se sont associés à son activité en faisant intervenir aussi des collègues d'anciens étudiants à moi, notamment dans le cadre des conférences ou des articles. Donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle important. Ensuite, il est entré à l'Académie des sciences, inscription et belles lettres, qu'il a dirigé il y a quelques années. Donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle important. Et je dirais au-delà de Toulouse, même, disons, au niveau national, car l'histoire de la médecine est une discipline qui a beaucoup évolué ces dernières décennies, où l'on est passé d'une histoire, je dirais, où on met les uns après les autres les grands médecins, les grandes découvertes, pour avoir une vision beaucoup plus large de la médecine. Et je crois qu'à travers son livre, là, je vous l'emprunte 2 secondes, Miscellanée, mélange d'histoire de la médecine, qui recueille un ensemble d'articles qu'il a eu l'occasion de publier, de communication qu'il a eu l'occasion de faire au cours de sa carrière. Vous verrez un peu quelle est l'étendue des champs que l'histoire de la médecine peut explorer et qu'il a lui-même exploré en tant que chercheur. Donc voilà très rapidement la présentation. Son livre, donc, c'est un recueil qui, depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, c'est-à-dire couvre en fait tout ce qu'on appelle traditionnellement la médecine ancienne, avec juste quelques petits pas vers la médecine moderne à l'extrême fin du XIXe siècle, et essaie justement d'aborder l'histoire de la médecine. Alors, si vous voulez, dans un premier temps, on va avoir un petit dialogue tous les deux, puis je vous donnerai la parole. Vous pourrez comme ça continuer cette conversation avec lui. Alors peut-être, Pierre, dans un premier temps, j'ai dit que tu t'étais intéressé à l'histoire de la médecine. Comment es-tu venu à cette passion qui a occupé quand même beaucoup d'activités dans ton existence? Oui, je me sens presque davantage historien de la médecine que médecin. Presque, je dis. Bon, parce qu'on n'oublie jamais d'être médecin. Je pense que cet intérêt est venu de mon enfance et de mon adolescence, où j'ai pris la passion de l'histoire. Alors de l'histoire sous toutes ses formes, même dans les livres d'enfants, où on m'offrait souvent comme on le faisait à l'époque, des biographies d'hommes célèbres ou dans l'histoire générale, et cet intérêt ne m'a jamais quitté et s'est développé énormément. Parce que l'histoire est un sujet tellement vaste, histoire des civilisations, histoire des religions, histoire des philosophies, histoire des sciences, et finalement, histoire de la médecine beaucoup plus tard. Donc je pense que c'est ça qui ne m'a pas quitté, cet amour de l'histoire. Puis la deuxième chose, alors, plus anecdotique,
peut-être, c'est j'ai eu la chance de faire mes études à l'antique faculté de médecine de Montpellier, qui était la première, vous le savez, d'Europe, avec Bologne, et donc où il y a toujours eu un parfum d'histoire. On passait la thèse en face de l'ombre du cher François Rabelais, et de tout temps, il y a eu, avec le premier jardin aussi médicinal de France, à côté de la faculté de médecine, avec la cathédrale que vous connaissez sans doute. Et donc, dans ce contexte, je pense que ça a influencé également mes recherches sur l'histoire de la médecine. Alors, il n'y avait pas d'enseignement officiel, même à Montpellier, parce que cet enseignement n'a jamais été, bien en France, malheureusement, n'a jamais été officialisé, obligatoire, etc. Je me souviens même à Montpellier de certains cours toujours facultatifs, où nous étions peut-être 10 élèves, c'est tout, à écouter un vieux professeur, mais nous parler de choses très intéressantes, comme par exemple les microzymas de Béchamp, le grand rival de Pasteur, à qui il avait, au fond, c'était peut-être lui qui avait inventé la notion de microbe, mais c'est fait partie des chercheurs oubliés qui ont été doublés par des hommes célèbres. Ça, c'est toute une histoire de la recherche et de la science. Bien. Donc là aussi, ce contexte montpelliérain a fait que j'ai gardé toujours des articles que je regardais, qui paraissaient dans les revues, quelques articles, etc. Donc ça a contribué à mon amour de l'histoire de la médecine. Voilà. Donc en gros, c'est ça. Alors, si tu veux, on va essayer de prendre quelques-unes des thématiques. Il y en a de nombreuses dans le livre que tu as traité. Alors, peut-être une qui peut parler à tout le monde, même s'il y a plusieurs médecins dans la salle. Les événements relativement récents, notamment l'apparition du Covid, un peu plus loin, celle du sida, nous ont montré, comme ça a pu être dit, que les maladies ont une histoire. Et dans ce livre, à travers des évocations de la peste, oui, notamment à Londres, ou à travers les traités de peste, à travers la rage, à travers la pélagre, etc., un certain nombre de maladies sont évoquées. Peut-être tu peux développer un peu ces thématiques à partir de ce que tu as étudié. Bon, c'était peut-être à l'origine du livre, c'est-à-dire cette constatation banale, presque une lapalissade, que la maladie n'a jamais quitté l'homme, a été une compagne fidèle de l'homme depuis la préhistoire, et qu'elle continue bien sûr à l'être. C'est d'ailleurs un élément de la vie, puisqu'il y a des maladies des animaux, il y a des maladies des plantes. La maladie est omniprésente dans l'évolution. Alors, la deuxième constatation, plus étonnante, c'est que si l'on prend les maladies de la préhistoire, par exemple, et ça surprendra pas mal de gens d'entre vous, on s'aperçoit qu'elles existent toujours autant au XXIe siècle. Comment ? C'est pas possible. Si, c'est possible. Par exemple, prenons la lèpre, qui est omniprésente en Afrique, à Madagascar, dans l'Inde du Sud. Il y a des lépreux et qu'on soigne, et il y en a de plus en plus. Bien, malgré les traitements qui coûtent cher, qu'on fait, etc., mais il y a la lèpre est là. La peste a disparu. Non, de temps en temps, il y a quelques petites épidémies qui viennent là de peste, notamment en Inde. Il y en a même eu dans les années 1900 à Paris, mais qu'on jugule grâce aux antibiotiques. Il y a par exemple 1000 cas de peste par an aux États-Unis d'Amérique. Bon, ce n'est pas beaucoup sur 365 millions d'habitants, mais elle est là. Alors simplement, c'est le vecteur. Elle n'est plus transportée par le rat noir, elle est transportée par les rongeurs sauvages. Mais elle existe toujours. Et donc toutes les maladies, la tuberculose par exemple, qu'on a retrouvée sur les ossements des hommes préhistoriques, flambe actuellement, même surtout en Amérique du Sud, où
ou dans des contrées pauvres, hein, la tuberculose est un fléau. Le paludisme qui existait aussi dans la Grèce antique, a fait une résistance au traitement antipaludéen et fait 1 million de morts par an quand même dans le monde. Donc toutes les maladies de la préhistoire sont présentes et plus ou moins jugulées actuellement grâce à nos découvertes. Donc, cette permanence pose la question, la deuxième question qui m'a amené à faire ce livre, comment les hommes du passé, à travers cette médecine ancienne, comment ils ont pu faire face à cette maladie, au traumatisme, etc., etc. Comment ont-ils pu se soigner? Est-ce qu'ils peuvent se soigner? Car il y a des jeunes médecins qui considèrent que ça n'existait pas, que la médecine n'existait pas avant 1945 et les premières découvertes des molécules actives, ce qui est une grossière erreur, bien sûr. Voilà, et c'est pour ça que, à travers quelques exemples qui parsèment mon livre, choisis avec prudence, des sujets qui sont plutôt mal traités dans l'histoire de la médecine. Et je précise dans ma préface que ce n'est pas une histoire de la médecine, surtout. Hein, ce n'est pas une histoire de la médecine, avec les dates, avec les savants, avec les découvertes. Non, c'est justement une réflexion sur la médecine ancienne. Et ça aurait pu s'appeler d'ailleurs miscellanée, mélange de médecine ancienne. Comment ça s'organiser. Voilà. Alors, chaque chapitre que j'ai pris est accompagné de notes en bas de page qui renvoient aux livres actuels qui ont traité ce sujet, car, comme l'a dit Didier, cette histoire de la médecine a complètement évolué. Au début, c'était surtout elle appartenait aux médecins, au monde médical, c'était eux qui venaient. Maintenant, c'est fini. Elle est allée vers les chercheurs des sciences humaines. C'est eux qui ont amené ce nouveau regard sur l'histoire de la médecine avec l'étude sociologique, avec l'étude épistémologique, avec l'étude psychanalytique, avec l'étude exactement qui a complètement renversé ce rapport entre le médecin, le malade et la maladie, le fameux trépied hippocratique qui reste toujours présent. Voilà, alors donc en gros, l'idée du livre. Voilà, très bien. Et donc, comme tu viens de commencer à le signaler, le livre déborde l'histoire, je dirais, étroite de la médecine pour essayer de placer la médecine, car ça implique bien sûr la maladie, ça implique la société, ça implique les idées, etc., dans un contexte de civilisation très, très large, un contexte anthropologique très large, avec des aspects bien sûr biologiques, mais des aspects qui touchent de nombreux domaines. Et l'intérêt, par exemple, de commencer le livre dans la période de la Grèce ancienne, cela montre un peu une première mutation qui s'est produite dans l'histoire de la médecine, entre une médecine qui était dominée par des aspects magiques et religieux à une médecine qu'on peut qualifier d'hippocratique, dans lequel des éléments plus rationnels s'introduisent. Est-ce que tu peux justement montrer comment ces données, à la fois religieuses, magiques et rationnelles, ont pu coexister, y compris jusqu'à des périodes, pour ne pas dire actuelles, qu'il suffit de voir les médecines parallèles, etc., pour s'apercevoir que le côté irrationnel n'a pas tout à fait disparu de l'univers contemporain. Tout à fait. D'ailleurs, lorsque, en tête du premier chapitre, justement, sur cette médecine hippocratique, j'ai mis une introduction. En effet, ce n'est qu'une introduction, car le sujet est énorme de cette pratique magico-religieuse qui venait déjà des grandes civilisations fondatrices de l'humanité. Je veux parler de l'Égypte, de la Mésopotamie, de la Chine et de l'Inde, les 4 civilisations qui pratiquaient justement cette médecine magico-religieuse, sans parler des chamans de Sibérie ou de Mongolie qui sont représentés sur la couverture, si vous vous demandez ce que c'est que cette
ce personnage, mi-animal, mi-homme, eh bien, ça peut être un chaman en transe au moment où il va évoquer les esprits du mal qui a donné la maladie au patient, et puis les esprits bénéfiques qui vont guérir ce patient. Voilà, dans cette évocation. Donc, toute cette partie magico-religieuse existe au 5e siècle avant Jésus-Christ, au temps d'Hippocrate. Et il ne faut pas croire, on dit toujours dans toutes les histoires de médecine que Hippocrate, et c'est vrai, a amené une révolution, la première révolution, en ce sens que la maladie n'est plus divine, elle n'est plus provoquée par les dieux, elle est naturelle, elle vient de la nature. Donc il y a une cause qui a provoqué la maladie, mais qui n'a rien à voir avec les dieux. Ça, c'est une première révolution. Mais il ne faut pas oublier que Hippocrate avait des liens très étroits avec les prêtres des temples, notamment d'Asclépios, le plus grand, le plus célèbre du moins, il y en a eu d'autres, c'est ce que indique mon livre, avait des rapports très étroits. Et lorsqu'il ne pouvait pas soigner la maladie qu'on lui présentait, eh bien, il disait, vous allez aller au temple d'Épidore, par exemple, ou de Kos ou de Pergame, et vous allez visiter, je vous confie, aux dieux. Et quelquefois avec succès. Bien, donc il n'y a pas cette séparation encore, voilà. Et d'ailleurs, elle va se prolonger, comme vous le voyez dans le livre, elle va se prolonger avec l'arrivée du Christ et dans les pratiques du Moyen-Âge, de tout le monde médiéval, avec la médecine monastique que j'ai traitée et qui est un sujet très important pour moi, avec la présence de l'action de Jésus. Jésus est un premier docteur. C'est Jésus qui va guérir le malade. Voilà. Donc ensuite, avec le culte des saints guérisseurs, qui également, pendant tout le Moyen-Âge, aura une importance capitale et très très importante. Voilà. Il faut remettre tout ça dans l'époque. Et à chaque époque évoquée dans ce livre, et comme je le disais tout à l'heure par les références de bas de page, vous êtes introduit dans toute cette période et vous pouvez développer avec des livres et des livres et des livres érudits cette partie justement antique, Moyen-Âge, 18e, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut. Et je pense qu'une façon agréable de lire le livre, sans faire de réclame, c'est de lire un chapitre, de tenir compte des notes en bas de page et des renvois à des livres, et de s'arrêter là. Et de bien... Garde le micro bien. Garde le micro près de la bouche. Voilà. D'accord. Mais ma voix porte assez, je crois. Non. Bon, d'accord. Alors, et donc, de se cantonner à ce chapitre. Et puis après, de se reposer, de poser le livre, etc. Et puis d'en reprendre. Ce n'est surtout pas un roman. Il ne faut pas le lire parce qu'on n'y est plus après. Non, il faut développer chaque chapitre qui est relativement original, avec des sujets peu traités. Voilà, donc, comme tu viens de le dire, on commence en gros puisqu'il y a une partie, c'est divisé chronologiquement, même si après, à l'intérieur, ce sont différentes thématiques qui sont traitées, avec la période de l'Antiquité, ses prolongements dans la médecine médiévale, mais aussi la médecine arabe, puisqu'elle sert de relais très important entre la médecine grecque souvent et la médecine du Moyen-Âge occidental, chrétien, et se prolonge aussi à la Renaissance, au XVIIe siècle, presque au seuil du XIXe siècle, à travers notamment la médecine morale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette médecine qu'on a parfois caricaturée comme médecine de Molière? Molière, c'est un désastre. Pour les médecins, c'est un désastre. Parce que Molière, en réalité, comme je l'indique d'ailleurs dans 2 chapitres, avec aussi les médecins de la sexualité au XVIIe, Molière est mort en 1673. Autrement dit, il n'a fait que une moitié du siècle. Et donc, il n'a pas vu tout ce qui s'est passé après lui.
Et donc, toutes les découvertes très importantes qui ont eu lieu dans la médecine dans cette deuxième partie du XVIIe siècle. Voltaire, dans son bouquin sur le siècle de Louis XIV, dit bien que, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas le XVIIIe siècle qui est le grand siècle des découvertes, mais le XVIIe. Et il n'a peut-être pas tort. Alors, Molière a fait énormément de mal. Les médecins ont toujours été un sujet de caricature, ça on le sait, depuis l'Antiquité, depuis Plaute par exemple, et Aristophane. Bon, ça c'est pas grave. Il voulait faire des farces, simplement. Il voulait faire, bon, il n'aimait pas les médecins, d'accord, mais ça c'est un caractère commun, même aujourd'hui. Bon, il voulait faire des farces pour faire rire Louis XIV. Qui adorait ces farces et qui, quand il le voyait se régalait. Bon, et donc, c'était ça, c'est le but. Mais il a dépassé, par son talent, par son génie théâtral, il a dépassé cette simple farce qui existait déjà en Espagne avec le théâtre espagnol, etc., à l'époque, et en Italie aussi, pour faire une telle caricature des médecins qui nous font encore rire et qui est plein de vérité. Le médecin, malgré lui, par exemple, si on le faisait là comme je l'ai fait au musée d'histoire de la médecine de Toulouse, j'avais fait cette présentation, nous fait encore rire et nous charme. Mais cette caricature a fait beaucoup de mal aux médecins du XVIIe, parce qu'on a cru, et beaucoup de gens le croient encore, que tous les médecins au XVIIe étaient des médecins de Molière. Ce qui est complètement faux, parce qu'ils ont existé. Cette caricature a existé. Les Purgondes, Diaphorius, bien sûr, ont existé. Mais ils ont presque existé à d'autres époques. Et Warknock et compagnie, et même aujourd'hui, sous des formes déguisées, mais c'est pareil. Bon, mais il y a eu autre chose. Et il y a eu l'apparition, il y a eu Harvey, il y a eu l'anatomie, il y a eu la physiologie, il y a eu Borelli, il y a eu tous ceux qui ont inventé des choses, les premiers rudiments, notamment en obstétrique, notamment la découverte des organes sexuels féminins à l'origine de la vie, les ovaires, etc. Et donc, ce n'est pas que les médecins de Molière. Et c'est ça que je montre bien dans ce chapitre. Hein. Oui, ça pose en fait le rôle du médecin. Est-ce qu'il est là pour guérir, pour soigner? Quelle est sa place dans la société, quoi? Voilà tout un sujet qui pourrait faire un autre livre ou bien même des colloques, etc., qui ont été faits, mais on pourrait encore les faire. Oui, parce que on a toujours tort, et ça c'est un sujet que j'aurais pu développer dans le dernier chapitre de ce livre, mais qui est déjà un petit peu épais, donc je ne voulais pas en mettre d'autres. C'est qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de médecins qui, des jeunes urgentistes très brillants, qui considèrent que la médecine ancienne n'existe pas, et qu'il ne faut pas en parler parce que ça n'a aucune utilité. Et donc, qui décrivent la médecine a commencé en 1945, après la guerre, après le deuxième conflit mondial, avec la découverte de médicaments qui allaient servir, prestigieux, les antibiotiques, les neuroleptiques, et puis la cortisone, qui a révolutionné la thérapeutique à cette époque, parce qu'on avait, c'est vrai, pas beaucoup de choses pour soigner efficacement. Mais hélas, 50 ans après, on a vu déjà tous les effets secondaires catastrophiques de ces 3 médicaments prestigieux. On a eu les antibiotiques prescrits arbitrairement et trop fréquemment, avec les résistances, etc., des bactéries qui ont évolué, et tout ça. Et donc, l'obligation d'en trouver de plus en plus actifs, avec de plus en plus d'effets secondaires. On a eu les dégâts des neuroleptiques effrayants, transformant l'individu psychiatrique en zombie.
hein, et avec tous les conséquences naturelles, les tremblements, si le Parkinson, etc., etc. Donc nos leptiques sont très mauvais. Et la cortisone. La cortisone a été une véritable révolution. Et je pense par exemple à un de mes peintres préférés, Dufy, qui habitait justement à Perpignan quand j'étais au lycée Arago, en face de moi, mais hélas, j'étais trop jeune pour l'apprécier à ce moment-là, qui avait une polyarthrite rhumatoïde, cette maladie terrible qui déforme les mains, les genoux, toutes les articulations, et il ne pouvait d'ailleurs pas, tenir son pinceau, par exemple, pour faire ses toiles, à la fin. Et là-dessus arrive la cortisone. Ça a été pour lui, il le dit d'ailleurs dans ses écrits, ça a été une véritable révolution et il a retrouvé l'usage de ses mains. Donc ça a été pour beaucoup de malades un progrès fabuleux, hélas. 50 ans après, on découvre aussi le syndrome post-cortisonique, effrayant, qui donne une véritable accoutumance à une drogue qu'on peut soigner très difficilement et qui est fait de douleurs diffuses, de douleurs nocturnes qu'on peut pas soigner, etc. Parce qu'on a cessé, on a employé de trop grandes doses et trop longtemps de cortisone. Maintenant, on le sait. Mais bon, donc ces avancées thérapeutiques n'ont pas été sans danger et formidables, n'ont pas changé la médecine pour ce que tu disais. Et donc, je dirais que presque, je ne vois pas tellement de différence, et je pourrais le développer, c'est même si ça vous surprend, entre par exemple la médecine ancienne, en gros, et puis le XXe siècle. Et si on examine en détail du début de 1900 à la fin de ce XXe siècle, on s'aperçoit que c'est pas si fabuleux que ça. Par exemple, les conséquences les origines, des maladies, guerre et famine, on a été servi. Il y a, pendant tout le 19e, tout le 20e siècle, il y a eu les guerres, les premiers et deuxièmes conflits mondiaux, n'en parlons pas, la guerre du Pacifique, la guerre d'Indochine, la guerre d'Algérie, la guerre civile irlandaise, la guerre d'Espagne, on n'en finirait pas, rien que des guerres. Il y a eu des famines qui ont dévasté l'Afrique orientale, l'Éthiopie, qui existe encore dans le Soudan, et qui ont dans l'Afrique centrale, et en Inde, en Amérique du Sud, tout ça. Ça a causé, c'est là. La thérapeutique, je viens d'en parler, elle était miraculeuse, mais bon, si bien que on ne parle plus maintenant presque dans beaucoup de maladies, par exemple le cancer ou le sida, qui ont dévasté la planète pendant ce temps, on ne parle plus de guérison, on parle de rémission. Parce qu'on ne peut pas vraiment dire un sidaïque prend sa poignée de médicaments, une poignée, ça fait beaucoup, tous les jours, mais il va mieux, il a une vie presque normale, mais il n'est pas guéri. Beaucoup de cancers, 40%, pareil, ils sont en sursis, ils sont en rémission, etc., etc. Et donc, on voit que pour tout. Les querelles, dans la médecine ancienne, il y a beaucoup de querelles. Vous connaissez les plus célèbres, justement, du XVIIe, la querelle de l'antimoine, la querelle de la circulation du sang, etc. Mais nous avons eu le scandale du sang contaminé, nous avons eu le scandale de l'hypophyse dans les troubles d'acteur, nous avons eu le scandale du Mediator, qui vaut bien la querelle de l'antimoine, etc., etc. J'en oublie. Donc, quand on regarde dans le détail ce XXe siècle, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de côtés de la médecine ancienne. Dernier point, le jeune médecin, le jeune urgentiste, que j'aime pas trop, le jeune urgentiste ignorant vous dit oui, mais la médecine ancienne, c'est des concepts pour soigner complètement qui ont disparu. Et notamment
La médecine humorale. La médecine humorale, qui a fait 2000 ans d'existence. Mais c'est faux, c'est vrai. Tout ça. Et au XXe siècle, un étudiant en médecine, 10 ans après, peut jeter ou conserver au grenier à la rigueur tous les ouvrages qu'il a potassés parce qu'ils sont inutiles, ils sont faux. À peu près tous les 10 ou 15 ans, tout le savoir acquis doit être remis en question pour être vraiment efficace. Donc, des thérapeutiques ont été complètement abandonnées. Je me souviens par exemple du bismuth dans les affections digestives dans les années 50, 60, jusqu'en, je crois, 70. Tous les troubles, les colopathies fonctionnelles, les troubles de l'intestin, l'estomac, étaient traités par le bismuth. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que, enfin, un chercheur a dépisté dans le bismuth une petite anomalie qui aurait pu donner des encéphalopathies, mais qui aurait pu... Hop, suppression du bismuth, terminé. On n'a plus donné de bismuth. Dans les troubles cérébrovasculaires, on donnait de l'hydergine. On a prescrit des bonbonnes d'hydergine qui amélioraient ça. Puis ils se sont aperçus que ce n'était pas méchant, ça ne donnait pas de complications. Mais ça ne servait à rien. Alors, plus d'hydergine. Et comme ça, donc, toutes ces thérapeutiques dont on se moque dans la médecine ancienne, mais ça a été pareil, ça a été complètement abandonné. Voilà. Toutes les techniques, c'est pareil. Dans les années 50-60, pour le diagnostic, c'était la radiologie. Bien sûr, pour tout ce qui était interne, c'était la radiologie. Et c'est vrai que des livres et des livres ont été faits sur les petits signes radiologiques qu'on pouvait voir dans le transit baryté de l'estomac. Bon, j'en parle parce que c'était ma spécialité. Dans l'estomac ou dans l'intestin, comment il fallait interpréter ça. Puis est arrivée la découverte fondamentale de l'endoscopie, qui a révolutionné non seulement le diagnostic interne, et même les opérations, par exemple, par endoscopie, qui ont détrôné les opérations classiques. Donc ça a été quand même une révolution. Mais ça a mis au placard tout ce qui concernait la radiologie, des livres, des tonnes de bibliothèques qui étaient sur la radiologie que nous avons appris. Fini. On est passé à autre chose. Et donc, c'est pareil que dans les médecines anciennes. Donc, prudence lorsqu'on pense que, et ça, c'est au fond la conclusion de ce livre, prudence dans la médecine d'aujourd'hui, d'excès d'orgueil, d'excès de dire c'est formidable, on a tout résolu, on peut soigner toutes les maladies. D'ailleurs, ce qui nous a bien refroidi, c'est le petit virus banal du Covid, un petit virus grippal qui a foutu toute la planète en l'air. On dit avant et après le Covid. Qu'est-ce que ça va être avec les nouvelles épidémies ? Bien. Donc, vous voyez, soyez prudents, c'est la conclusion de tout. Alors, pour la médecine humorale, ben, c'est pareil. Voilà, la médecine humorale, c'était quelque chose d'extraordinaire qu'on a inventé. C'était à partir des éléments, donc, des présocratiques, hein, d'Empédocle, par exemple, qui les a retrouvés. Le feu, l'air, l'eau et la terre. C'était quelque chose de bien. Alors, à partir de ces 4 éléments, qui étaient à l'origine de la vie, donc à l'origine de l'homme, eh bien, on a attribué des caractères, des humeurs. Hein, voilà. Des humeurs que Galien, plus tard, a complété par les tempéraments, hein, colérique, sanguin, vous connaissez ça. Plus les qualités, sec, humide, froid, chaud. Et tout ça, ça se reliait pas mal avec l'état du malade. Donc c'était une théorie et d'accord, elle a existé jusqu'à la fin du XVIIIe. Dans les traités de Sauvage ou de Pinel, on trouve encore les éléments maladie froide, hein, voilà, tout ça. Donc, alors après, on s'est aperçu,
par les découvertes scientifiques que, bien sûr, c'était caduque et que c'était, avec la chimie, avec la physiologie, on s'est aperçu que c'était caduque. Mais bon, c'était une théorie qui a permis de soigner des malades pendant 2000 ans, quoi. Voilà. Donc c'était quand même une théorie géniale, bon, que je considère comme géniale. Et là aussi, je reviens à mon dada, tous les concepts dans la médecine du XXe siècle ont été abandonnés comme faux. Voilà. Et on en a créé d'autres. Donc c'est sans arrêt une d'invention, au fond. Dans la médecine ancienne, ils ont chacun, avec leurs connaissances, ont inventé des moyens de concevoir d'abord la maladie et puis de la traiter. Alors peut-être, là, comme leur retourne, une dernière question, et ensuite je proposerai au public de continuer la conversation. Oui. Pour inciter peut-être à lire le livre, ceux qui ont commencé peut-être à le faire s'en sont aperçus. L'un de ses intérêts, me semble-t-il, et ça c'est une remarque personnelle, c'est que Pierre Lille est un formidable lecteur, qui a une très vaste culture, bien au-delà, je dirais, du domaine de la médecine ou de l'histoire proprement dite, et qu'il sait utiliser aussi tous ces éléments de cette culture. On le voit, par exemple, lorsqu'il parle de la médecine ancienne, il fait référence non seulement, bien sûr, aux textes classiques des grands médecins, mais aussi aux grands textes littéraires de l'époque. Et il y a également des passages qui sont très intéressants sur les monstres, sur aussi le développement des explorations au cours du 19e siècle, qui ont été très riches aussi pour la connaissance des pathologies, voilà, des modes de soins, des civilisations étrangères. Voilà, et tout cela, disons, sert à alimenter le livre de très nombreux exemples. Alors peut-être ton goût pour les voyages, je sais que tu as été un grand lecteur de Jules Verne et qu'à travers lui, après, c'est tous les grands découvreurs de la planète qui t'ont intéressé. Absolument. Et son impact sur la médecine et son histoire. Alors, ça c'est très important, tu as raison, parce que ce livre montre aussi qu'il ne faut pas, lorsqu'on parle de médecine, ce qu'on a tort de faire, c'est la médecine de l'Europe, la médecine de France, notre médecine. Mais elle se perd dans les médecines de tous les pays du monde entier. Et tous ont eu une médecine, hein, c'est ce qu'on disait un peu au départ. Et donc, c'est vrai que les hommes, par leur découverte, par leur voyage, ils sont allés, notamment les fameux géographes arabes dont je parle, et c'était à l'époque, c'était les voyageurs, ils sont allés dans toutes les contrées d'Asie centrale, de l'Égypte, de l'Afrique présaharienne, de l'Iran, de l'Irak, et ces constatations qu'ils faisaient sur comment soigner, et puis l'influence de la sécheresse, l'influence des eaux, les eaux potables ou non, des eaux qui avaient des vertus curatives, etc., etc. Et donc ils nous ont amenés, tous ces voyageurs, à voir d'autres façons de soigner, et qui font partie également de la médecine mondiale. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est très important. Et voilà. Bon. Et puis dans la littérature, alors, le dernier chapitre, j'attendrai que vous me passiez poser des questions, parce qu'il est assez spécial. Quand j'ai mis le chapitre des monstres assassins et médecins du XXe siècle, presque, la fin du XIXe, début du siècle. Ça a été un de mes sujets préférés, parce que très, très attiré par cette littérature fantastique, et qui a beaucoup de liens avec la médecine. C'est ce qu'illustre le dernier chapitre, hein, avec les mythes de Frankenstein, de la création, du mythe de Prométhée dans la création de la vie et de l'homme, le mythe de Dracula, et tout le sang, la symbolique du sang, et voilà. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose d'important, et même dans la médecine. Donc tous ces rapports, voilà, comme tu le dis, animent ce livre, hein. Ce qui en fait justement une non-histoire de la médecine.
Bien, peut-être le temps est venu pour passer la parole au public. Pierre, j'ai parcouru, je l'ai acheté là, j'ai parcouru rapidement. Il y a un domaine que tu as l'air de ne pas avoir évoqué, mais je l'ai lu probablement trop vite. La fameuse homéopathie dont on nous submerge, c'est pas un truc que tu as tellement développé. Hein. Donc, ça, voilà, c'est une conviction, c'est... Pardon, ah bon, excuse-moi. Non, c'est un sujet qui lorsque j'étais médecin, qui m'a interpellé comme tous les autres, et je n'étais ni un ennemi, comme il y en a eu beaucoup de médecins qui étaient des ennemis féroces, ni un ami. Simplement, si un malade venait et me disait, vous savez, d'habitude, je me sers de l'homéopathie, etc., je continuais dans ce sens. S'il il venait pour une séance d'acupuncture, car bon, j'ai été acupuncteur, j'ai enseigné l'acupuncture à Toulouse pendant 10 ans, j'ai fait des voyages en Chine et je me suis intéressé à cette culture. Bon, c'était pareil que l'homéopathie. Il y avait des gens qui voulaient être soignés par acupuncture. Je n'étais pas contre. Donc je laissais un petit peu le choix au... Bon. Alors, tu me dis, bon, pour moi, c'est simplement des techniques qui ont pris naissance, justement, j'en parle, dans la rencontre de la... C'était important, la rencontre de la médecine chinoise et de l'Occident. Comment ça s'est fait? On est passé de la sinophilie, déjà au XVIIIe, avec l'art chinois, etc., et japonais. Et puis après, on est passé à la sinophobie, c'est tout des nullards, c'est tout ils n'ont rien compris, etc., etc. Voilà. Bon, donc, je montre ça. C'est des techniques, si tu veux, d'invention, comme ça, qui ont un truc. Voilà, je n'ai ni rien contre, ni rien pour vraiment. Par exemple, par contre, je suis ennemi du médecin homéopathe, qui est persuadé qu'il n'y a que l'homéopathie qui soigne et qui rejette complètement, je me suis même disputé un jour avec un bon ami, et qui rejette complètement la chirurgie et la médecine de nos jours, la biomédecine. Voilà. Là, moi, je respecte l'homéopathie et l'acupuncture, mais je suis tout à fait, bien sûr, contre le gars qui dit qu'il ne voit rien de l'intérêt de notre médecine, bien sûr. C'est pour moi, nettement, des thérapeutiques adjuvantes. Voilà. Mais qui peuvent servir, car malheureusement, il y a beaucoup, vous le savez, il y a beaucoup de pathologies fonctionnelles, plus de 50% dans les consultations actuelles même, pour lesquelles on n'a aucun traitement. Voilà. Et donc, pourquoi pas, si ça les soulage, employer l'homéopathie et l'acupuncture. Voilà. Mais tu trouveras un écho quand même avec l'acupuncture, justement dans ce chapitre, Chine et Occident. Ça a été très très important, les querelles des hôpitaux, dans les hôpitaux parisiens, tout ça. Il y avait des maîtres qui prônaient l'acupuncture, et quelquefois l'homéopathie. Et puis d'autres qui étaient formellement ennemis, qui chassaient tout ça. Voilà. Et, non. Oui, vas-y. Non, et ça continue maintenant parce que quand j'enseignais cette acupuncture à Toulouse, j'ai eu des problèmes avec les doyens, parce qu'ils refusaient ils refusaient totalement, non, c'était pas Chape, ils refusaient complètement l'idée d'employer ça dans leur service. Voilà, mais pas tous. Mais voilà. D'autres questions? Oui, madame. Oui, d'accord. Oui, rapidement, mais je pense connaître la réponse à ma question. Que pensez-vous des téléconsultations actuellement? Alors, oui, bon, si vous voulez, là, on sort, c'est une question intéressante, mais on sort de mon livre complètement, parce que c'est quand même la médecine ancienne, tandis que vous parlez de la médecine d'aujourd'hui. Mais c'est important
et ça ouvre peut-être une discussion intéressante, c'est important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes dedans, nous commençons la 5e révolution depuis l'origine de l'homme sur la médecine avec l'IA, avec l'intelligence artificielle. C'est un problème très grave qui va se poser à l'homme actuellement, qui a commencé déjà à se poser, c'est-à-dire le spectre de la médecine sans médecin. Voilà. Et donc, ça revient votre téléconsultation, mais qui sera dépassée à l'infini. Il y aura un robot très intelligent qui vous dira, puisqu'il parlera, qui vous dira, alors quels sont vos signes, etc., qu'est-ce que vous avez fait comme examen, etc. Et il s'avère, ça a été déjà fait, il y a des expériences, notamment aux États-Unis, qui ont été faites dans ce sens, et il s'avère que si on prend 2 groupes, l'un en présence du robot et l'autre en présence du médecin ou du professeur, bon, est-ce que les professeurs sont ça c'est un autre problème. Bien, donc, eh bien, on s'est aperçu que le robot était supérieur. Donc, et qui répondait vraiment à presque toutes les questions, même ambiguës, du malade, grâce à l'IA. Et donc, ça va poser une révolution complète de l'acte de soigner, etc. Donc, déjà, voilà. Donc, les téléconsultations, ça sera presque la préhistoire de ce que va nous réserver l'IA maintenant, et on est obligé d'être confronté à cette 6e révolution. Oui. C'est pas forcément une question, mais on parle de médecine moderne, et actuellement, effectivement, on donne une grande part à la prévention. Oui. Et en lisant ton livre, j'ai découvert que Pline le Jeune, les textes latins qui est traduit en français, que tu as peut-être traduit, effectivement, déjà, il parlait de prévention. Pour les vieillards, disaient d'avoir une alimentation saine, de prendre des bains, de marcher, d'avoir une activité intellectuelle, etc. Eh bien, c'est une excellente question. Et alors, dans le livre, tu verras que non seulement Pline, mais avant lui, 500 ans avant lui, au moins 800, avec Hippocrate. Et dans son fameux traité du régime dans les maladies aiguës, au 5e, 4e siècle, il donne un régime de santé qui est exactement à copier sur celui qu'on nous inonde toutes les télévisions, les journaux, les périodiques, il n'y en a pas ouvrir un sans que tu aies des conseils de santé. Eh bien, s'il lisait Hippocrate, il serait même plus documenté. En effet, la grande... Alors, il y avait la thérapeutique curative et la thérapeutique préventive. La thérapeutique curative n'était pas bien développée. Elle était basée sur quoi? Eh bien, sur l'alimentation, sur l'hygiène de vie, les mouvements, la gymnastique et tout qu'il fallait faire, l'hygiène sexuelle, ni trop peu, l'eau, la consommation d'eau, les bains, la balnéothérapie, c'était très important. Voilà. Et donc, comme ils avaient compris qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose pour guérir les malades, donc ils les soignaient. Et pour les soigner, ils utilisaient la médecine préventive pour éviter les maladies par cette hygiène qui était très bien. Par exemple, un autre exemple, un peu plus tard, dans le Moyen-Âge, dans l'ergotisme, la fameuse maladie d'ergotite par le champignon de l'ergot de seigle. Dans les cas de famine, on ne bouffait rien que du seigle, etc. Et il y a eu des épidémies, enfin, entre guillemets, terribles de cas d'ergotisme au Moyen-Âge. Bon. Ils ne savaient pas, bien sûr, que c'était ce champignon. Quand ils allaient dans un monastère qui était spécialisé avec des moines de Saint-Antoine, puisque c'était Saint-Antoine qui était le saint des guérisseurs, on les recueillait avant le stade de gangrène, qui est le signe final ou de folie, qui est le signe final de l'ergotisme. On les recueillait, on les chauffait, on leur donnait surtout une alimentation saine, comme mangeaient les moines. Au miracle,
Au bout de 3 semaines, déjà, ça commençait un petit peu à aller mieux. Et au bout d'un mois, ils étaient guéris. Merci Saint-Antoine. Merci surtout la nourriture. La nourriture, impeccable. Eh ben, c'est un exemple, mais un exemple significatif, puisque l'ergotisme, comme il y a un chapitre, existait encore au XVIIIe en France, dans les régions de la Sologne, etc., où malheureusement, quand il y avait une mauvaise, et Dieu sait s'il y en a eu, au siècle de Louis XIV et plus tard, des famines, parce que le temps était mauvais, on ne pouvait pas faire les moissons ni rien du tout, et donc on prenait du seigle. Et il y a eu des intoxications encore qui a posé ça aussi, c'est pas souvent traité. On parle toujours du Moyen-Âge. Mais au XVIIIe, il y a eu l'argotisme. C'est très intéressant. Donc, le rôle de la médecine préventive, tu as raison, est capital dans toute l'Antiquité et remarquable. Voilà. Peut-être une dernière question, on va arriver vers midi, donc pour laisser ensuite à Pierre le soin de vous signer et dédicacer son livre. Ceux qui veulent, hein. Pierre, j'ai commencé à suivre tes conseils, j'ai parcouru et je me suis attaché à un chapitre. Vas-y. Alors, le Montpellierin que tu es, ne pouvais pas l'éviter, c'est le vitalisme de Barthès. Ouais. Alors, il se trouve qu'on en a parlé récemment Oui. à l'occasion de l'accrochage du tableau de de Lorda, bien sûr. où Jean-Luc Despoulouse nous a parlé du vitalisme. Bien. Alors, le chimiste que je suis, il est un peu chatouillé par l'idée. Oui. Et donc, je te demande ce que tu en penses. Bon, c'est un sujet délicat. Je ne le développerai pas beaucoup parce que c'est quand même très difficile. C'est un problème philosophique en fait. Et je ne suis pas trop qualifié pour ça, mais je me suis intéressé en tant que Montpellierin, bien sûr, puisque j'ai baigné dans mes études dans le vitalisme, c'est vrai. Le vitalisme, c'est simplement y succéder. C'est une philosophie de la médecine pour essayer d'expliquer l'origine de la vie. Comment la vie et de la bonne santé. Comment ça se fait ça, qu'on vit, etc. Qu'est-ce que c'est? Alors, ça a succédé à une théorie philosophique qui s'appelait l'animisme. L'animisme qui culmine avec De Staël, nommé De Staël, au XVIIIe siècle. Bon, au début du mi-XVIIIe. Bien. Et le remplace. Alors, cette théorie de l'animisme, de l'âme et des âmes, venait bien sûr de l'Antiquité, déjà. De Galien, qui disait nous avons 3 âmes, entre guillemets, l'une rattachée au foie, l'autre rattachée au cœur et l'autre rattachée au cerveau. Et c'est ça qui provoque l'une par le cerveau par les nerfs, le cœur par les artères et le foie par les veines. Donc tu vois, c'était bien foutu, et qui donne le fonctionnement des organes, et la vie. Bon. Alors ça a été abandonné, et puis est arrivé le vitalisme, 18e, avec Barthès qui trône quand même une magnifique sculpture, tu le sais, devant le portail de l'Académie de médecine. Et donc nous saluons chaque fois que nous rentrions dans notre chère faculté. Bien. Et donc Barthès invente ça. Alors qu'est-ce que c'était le vitalisme? C'était, comme je l'ai dit, au fond, un principe qui était à l'origine de la vie et qui gérait toute l'activité des organes et donc de la vie, voilà, de l'homme. Et donc, alors cette théorie, bon, mais on ne savait pas où c'est que c'était ce vitalisme, cet esprit. Bon, ce principe de vital, puisque c'était l'idée de Barthès. Alors ensuite, il y a eu donc des querelles, beaucoup de querelles entre les pro-vitalistes et puis les non-vitalistes, bien sûr. Et disons, pour faire bref, parce que ça serait trop long, d'autres savants, notamment Bichat, tout ça, l'autre, je ne me rappelle plus ce nom, s'en sont emparés, l'ont développé, ont changé les noms, c'était plus le principe vital, c'était une anthropologie au fond. Bon, et à l'arrivée des sciences, bien sûr, des travaux surtout de Lavoisier, en chimie, etc., sur la respiration, on s'est aperçu que
tous les phénomènes du corps humain, la respiration avec Lavoisier, ensuite la digestion, etc., venaient tout simplement de la transformation de métaux ou de substances, voilà, que ce n'était pas des corps, des éléments, même les éléments. C'est là que la théorie des éléments est morte, parce que ces éléments, on savait maintenant, depuis Lavoisier, etc., que c'était des substances complexes et non pas uniques, hein, comme l'eau, par exemple, H2O, hein, d'accord, voilà. Et à partir de ce moment-là, on s'est aperçu que le vitalisme n'était pas viable, que ça n'existait pas, et que c'était une théorie de plus avec l'animisme et compagnie. Voilà. Mais malgré ça, tu as raison, même au 19e, avec Lorda et d'autres, avec les autres, avec j'ai oublié les noms, d'autres savants, d'autres médecins étaient encore persuadés que le vitalisme devait exister. Un principe philosophique, si tu veux, de la vie. D'où vient la vie? On ne savait pas trop encore. Est-ce qu'on le sait encore? Je ne sais pas. Bon, voilà. Donc, voilà. Mais tu as raison, c'était quelque chose qui a animé beaucoup, parce qu'il y a eu la querelle entre Montpellier et Paris. Hein, Paris était plutôt mécaniste et Montpellier vitaliste, et donc il y a eu des querelles et tout, mais c'est les mécanismes, c'est les savants qui l'ont emporté, montrant que c'était une idée philosophique. Ça doit rester dans l'histoire de la philosophie. Alors, une dernière question, et puis après on passera aussi. Oui, tu nous as parlé de Molière tout à l'heure. Oui. Moi qui ne suis pas médecin, oui. Je m'interroge parce que j'ai vu dans les 3 dernières années ou 4 dernières années une bataille terrible par l'intermédiaire des médias entre nos chers grands professeurs de médecine sur cette fameuse maladie qui nous est arrivée. Qu'est-ce que tu penses de l'impact des médias qui nous ont fait montrer tous ces grands chefs experts que j'admire parce que moi je n'y connais rien sur leur sujet et qui font que le public comme moi qui n'y connais rien est vraiment perturbé par le processus. Que penses-tu de ça? J'ai pas bien compris ta question parce que c'est les débats au moment du Covid avec par exemple le professeur Raoult, je suppose, enfin ce genre de débat quoi. Alors là aussi, je dis la même chose que j'ai dit tout à l'heure, ça ne concerne pas mon livre, hein. Ça ne concerne pas du tout mon livre, non, mais c'est pas pour ça. Bon, c'est au fond un autre exemple, je pourrais dire, de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la concordance entre la médecine ancienne et le XXe siècle, c'est-à-dire que, bon, là on parlait du vitalisme qui s'est avéré faux. Mais toutes ces doctrines, peut-être, bon, il s'était trompé. Le fameux professeur dont tu parles, il était peut-être bien gentil, très qualifié, mais il s'est trompé complètement là-dedans. Comme il s'est trompé quand il a proposé l'émétine comme traitement du Covid, hein, avec toutes les quand on savait les effets secondaires de l'émétine déjà. Il l'a proposé quand même pour la phase, je crois, de départ du Covid. Il fallait donner de l'émétine. Puis on s'est aperçu finalement que l'émétine pouvait avoir une petite action, mais à la fin de la maladie. Donc c'est pour dire que c'est toujours des concepts qu'on évoque. Les uns sont pour, les autres sont contre, mais finalement ils disparaissent après avec les progrès de la science. Comme la question ? Oui, ça c'est plus compliqué. On n'a pas à être. Ça c'est beaucoup plus compliqué. C'est de la propagande politique, ça. On n'est pas. Oui, là on touche au bourbier, ce que j'appelle moi le bourbier écologique. Hein, c'est pas pareil. Non, là, on ne peut pas être pour ou contre la vaccination. La vaccination a été un progrès extraordinaire dans l'histoire de la médecine, avec l'inventeur de la vaccination, qui n'est pas bien sûr Pasteur, et qui est Jenner, avec la variole, a inventé non seulement la vaccination, mais l'immunologie tout entière.
et non pas Pasteur. Pasteur n'a pas créé d'ailleurs le vaccin contre la rage, ça aussi c'est une idée. Il a simplement aidé ses collaborateurs, notamment Roux, à trouver le vaccin contre la rage, et lui, son rôle, ça a été d'avoir le courage d'appliquer ce vaccin à l'être humain. C'est tout. Mais qu'on ne parle pas de Pasteur, le truc, etc., le Dieu vivant de la médecine. Surtout pas à moi. Bon, d'accord. Donc, voilà ce que je veux dire. La vaccination, c'est un fait établi. Et donc, on ne peut pas être pour ou contre. C'est un truc remarquable. Maintenant, les abus qu'on a pu en faire, ça aussi, c'est toujours pareil. C'est comme ce que je disais sur les médicaments, c'est toujours pareil. C'est des inventions, mais qui après sont mal employées, les abus, ça, voilà. Ça, nier, par exemple, les accidents de certaines vaccinations contre l'hépatite B, ça c'est une erreur, parce qu'elles ont existé, mais on ne peut pas les reconnaître. Des choses comme ça, voilà. Bon, les vaccinations pour le Covid, c'était quand même la découverte phénoménale de l'ARN. Donc c'est des nouveaux vaccins et qui ont montré leur efficacité quand même si elle n'empêche pas d'avoir la maladie, alors que les vraies vaccinations empêchent d'avoir la maladie. Une fois qu'on a vacciné la variole, on ne l'attrape pas. Tandis qu'une fois qu'on est vacciné par les 3 ou 4 vaccinations du Covid, on peut attraper le Covid. Mais on aura le Covid atténué. Voilà. Donc, mais alors, ceux qui disent non, je ne veux pas de vaccination, c'est une manipulation par les laboratoires et tout ça, ça c'est de la politique. Je vous dis, c'est le bourbier écologique. Et donc ça, je ne m'en occupe pas. Bon, on laisse peut-être un petit moment maintenant pour les signatures et on remercie. Merci beaucoup.